Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur 8 Mont-Blanc. C'est très certainement l'une des circonscriptions qui sera le plus disputée pour ces élections législatives. Je me retourne devant l'écran digital de ce débat. Nous partons évidemment dans le Chablais. La 5e circonscription, le député sortant, il ne se représente pas. Il s'agit de Marc Francina. Ce sont des endroits magnifiques, Thonon-les-Bains, Évian, en passant par Biot, Bouèges, Douvaine et les stations de la vallée d'Abondance, un endroit que j'aime particulièrement. Il y a plein de candidats dans cette circonscription. On vous laisse découvrir tout de suite la liste de celles et ceux pour lesquels vous allez pouvoir voter. On regrette bien sûr de ne pas pouvoir avoir l'ensemble des candidats sur ce plateau. Vous l'avez bien compris, il n'y a que 4 places malheureusement. Mais voilà, regardez bien la liste qui va s'afficher également à la fin de ce débat. Je souhaite la bienvenue aux 4 débatteurs qui sont sur ce plateau. Nous avons tiré au sort leur ordre d'apparition pour la première et la dernière question. Mara Doria, merci d'être avec nous. Vous êtes candidat pour la France Insoumise. On sent que Jean-Luc Mélenchon est de moins en moins à la mode. Depuis quelques jours, ça n'arrête pas. Quelques-uns le classifient d'opportuniste. À part lui, il n'y a pas de mouvement. Vous êtes donc un pantoche de notre ami Jean-Luc Mélenchon. Un pantoche? Oui, j'ai bien compris, c'est un mélange des deux, de fantôme et de pantoche. Vous avez bien compris, c'est un jeu de mots. Alors, j'ai pas compris votre question. Je ne menais pas bon, en tout cas. Non, mais qu'est-ce qui se passe avec Jean-Luc Mélenchon? Il n'est pas à la mode. On se rend compte que depuis quelques jours, ce personnage est de plus en plus seul. Il est lâché, en tout cas, de beaucoup de gens qui le soutenaient avant le premier tour. C'est loin ce moment où il était tellement mis devant. Pas les élections présidentielles. Maintenant, seul, je crois pas, non. On est 550 000, on est 550 000 au sein de la France Insoumise. Ce sont des personnes qui, jusqu'ici, n'avaient jamais milité. En France, il y a 2 nouveaux mouvements qui sont lancés, qui sont citoyens. En Marche, il faut le reconnaître, et la France Insoumise qui essaye de bousculer les codes. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. C'est la révolution pour finalement revenir à une personne, son ego, son projet. C'est un peu dommage. On a déjà eu l'occasion d'en parler. C'est simplement qu'on est dans la 5e République, avec une certaine personnalisation, et c'est pour ça aussi qu'on propose de passer à une 6e République, pour éviter d'avoir ces effets pervers de nos institutions. Astrid Boroche, alors je ne vais pas tenter de jeu de mots, j'ai vu que ça n'avait pas marché avec Mara Doria, c'est pas grave. Astrid Boroche, vous êtes candidate DVD, divers droite, évidemment on vous connaît bien dans cette circonscription. Vous êtes là pourquoi? Pour gêner celle qui va avoir, en tout cas, le soutien du député-maire sortant d'Évian? Alors, ma candidature avec Nicolas Rubin n'est pas là pour gêner, mais elle est là pour porter le renouveau, et c'est un projet porté par le territoire. C'est-à-dire que derrière nous, nous avons le collectif Chablais Uni 2017 qui a refusé à un moment donné le diktat d'un parti politique pour dire nous avons une candidature. Et alors, qui est ce collectif? Donc, il y a Jean Neury de Thonon Agglomération, Jean Denay, président du pôle métropolitain Ville de Thonon, Josiane Lay, présidente du pays d'Évian Val d'Abondance, plus 26 maires et 2 autres conseillers départementaux, dont Richard Beau, le binôme de Madame Maheu. Alors, nous n'avons pas l'investiture justement parce que le territoire a dit on ne peut pas nous imposer une investiture sans qu'il y ait concertation. Donc, Chablais Uni porte cette candidature, celle de moi-même avec Nicolas Rubin, parce que nous avons la même vision du territoire, et Chablais Uni, c'est pas un slogan comme ça pour faire joli, c'est une réalité. On sent bien aujourd'hui qu'il y a une envie de réunir le Chablais, de rayer la Drance sur le papier, bien évidemment, pour que l'on travaille enfin ensemble pour un Chablais plus fort. On va parler des dossiers, évidemment, locaux. Patricia Mahut, merci d'être avec nous. Vous avez, l'investiture, donc LR-UDI. C'est vrai que votre investiture, elle a un peu surpris tout le monde. Elle est tombée comme ça, un peu comme le fait du prince. Parce que le député sortant vous a adoubé, c'était vous. Alors je vous rassure, ce n'est absolument pas le fait du prince, c'est la décision de la Commission nationale d'investiture où nous étions 3 candidats. Il y avait Astrid Boroche, il y avait Christian Perriot et il y avait ma candidature. Je pense que c'est juste une question de lobbying à un moment donné, de savoir où est le bon niveau. Nous parlons d'une élection législative, nous ne parlons pas d'une élection sénatoriale. Ce dont nous avons besoin, c'est quelqu'un pour représenter les Républicains et l'UDI et avoir cette réelle capacité de représenter notre parti politique à l'Assemblée nationale. La voix de Marc Francina a tellement porté? C'était la voix de Marc Francina, c'était la mienne et c'était aussi celle d'un certain nombre de soutiens au sein des Républicains et de l'UDI.
Marie-Hélène, merci d'être avec nous. Vous êtes donc le visage d'En Marche. On a beaucoup parlé effectivement de ce nouveau parti. On le voit bien, c'est très ouvert. Vous allez tenter votre chance pour vous imposer dans une circonscription qui est quand même assez à droite, assez conservatrice. Quels seraient vos atouts pour rentrer dans le débat ? Bonsoir, merci d'abord de cette invitation. Et puis je vais revenir sur le fait que vous avez mis à disposition votre site internet pour les autres candidats. Donc comme le disait Marin, nous sommes les nouveaux visages de la politique et c'est aussi une nouvelle façon de faire de la politique. Au mieux possible. Alors, et de la démocratie. Vos chances pour entrer dans ce débat, on voit bien, c'est très disputé, il y a un enjeu là. Oui, il y a forcément un enjeu. Nous sommes nouveaux, nous avons surpris, nous avons fait du terrain, les comités locaux ont travaillé sur le programme, nous sommes dans une démarche participative. Donc effectivement, nous avons toutes nos chances et nous avons toute notre légitimité sur le territoire. Allez, on rentre tout de suite dans les grands dossiers de ce Chablais. Je me retourne une fois devant la carte, qu'on voit bien la problématique. Vous la voyez bien, cette 5e circonscription, il y a un grand dossier très très lourd, c'est le désenclavement du Chablais. Je vous pose la question à vous quatre, à vous de savoir qui veut répondre le ou la première. Qui sera le plus grand défenseur de ce projet de désenclavement du Chablais? À vous de répondre. Alors Alexis, on va peut-être déjà juste faire une petite correction. C'est que ce sont les anciens cantons qui ont été nommés et qu'aujourd'hui, le canton de Bouèges ne fait pas partie de la circonscription. C'est bien, c'est sur la 3e. C'est bien, bravo. Voilà, on a des cartes formidables du début du débat. Alors, à ma question, qui sera celui ou celle qui défendra le mieux ce dossier de désenclavement? Alors, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il ne faut pas oublier que le désenclavement routier du Chablais, c'est un dossier qui date depuis des années. Nous avions une déclaration d'utilité publique qui était valable de 2006 à 2016. Aucun des élus présents à ce moment-là n'a souhaité mettre un centime sur la table pour que nous commencions les travaux. C'est quelque chose qu'il faut absolument que nous fassions. Je pense que nous sommes tous d'accord, de gauche comme de droite. Il faut réaliser ce désenclavement routier du Chablais, mais il ne faut pas non plus oublier qu'il y a plein d'autres dossiers de désenclavement. Nous n'avons pas de parking relais sur le territoire, ou très peu. Nous avons très peu de transport lacustre alors qu'il pourrait être développé. Donc je pense que oui, certes, il faut défendre l'autoroute du Chablais, mais il va falloir aussi défendre tous les autres dossiers. Alors vous dites oui, mais pas que. Qu'est-ce que vous répondez? Alors là, on n'est peut-être pas forcément d'accord. Et je pense que je suis le seul candidat justement à m'opposer à la 2 fois 2 voies. Pour plusieurs raisons. Déjà, on nous propose que cette alternative-là, entre guillemets, on a le CEVA et le problème c'est qu'on nous propose la 2 fois. Voilà, exactement. On nous propose la 2 fois 2 voies parce qu'on paye un retard et notamment avec des élus qui n'ont pas proposé assez tôt de développer les transports en commun. Donc qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose une 2 fois 2 voies qui est payante, donc ne pourront la prendre que ceux qui en ont le moyen, qui va polluer. Et quand on voit ce qui se passe dans la vallée de l'Arve, il faut se poser certaines questions. Et aussi, surtout, qui va consommer du foncier agricole alors qu'on a besoin d'installations de plus en plus d'agriculteurs. Donc vous êtes clairement contre? Clairement contre, mais il y a des solutions. C'est-à-dire, la clé, c'est vraiment de développer les trains et les transports en commun, comme les bus. Mais si on s'y était pris un peu plus tôt, peut-être qu'on n'aurait pas cette histoire de 2 fois 2 voies. Marie-Hélène. L'expérience éclaire le passé. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant, travailler sur la complémentarité des transports. C'est très important. En tant que candidate de la majorité présidentielle, je serai l'interlocutrice privilégiée du ministre en charge des routes. Ma solution, évidemment, la complémentarité des transports, la 2 fois 2 voies. Donc vous êtes pour ce projet? Ah, tout à fait. Mais un projet innovant, un projet qui respecte l'écologie et avec le ministre en charge de l'écologie, qui est aussi en charge des routes, nous garantissons l'approche écologique de cette infrastructure. Astrid Boroche, il y a aussi à la base de ce projet quand même un futur projet qui va être présenté de plan de prévention de l'atmosphère sur tout le bassin autour d'Annemasse. Donc vous savez qu'il peut y avoir confusion de genre. Alors je vais quand même répondre à un certain nombre de choses et d'inexactitudes. Tout d'abord, Marin dit que la 2 fois 2 voies donnera plus de pollution. On ne peut pas ignorer l'innovation sur la motorisation et sur la carburation qui fait que faire des routes, c'est pour certes les véhicules d'aujourd'hui, mais c'est aussi pour les véhicules de demain. En matière de pollution, des véhicules qui roulent à une vitesse constante et à grande ou moyenne allure polluent quand même moins que des véhicules dans les embouteillages. Moi, je t'invite à te rendre devant l'école de Bon en Chablais, qui est devant un feu rouge, où tous les jours, pendant 3 heures de temps, nous avons des enfants qui jouent dans la cour sous les pots d'échappement. Ça, c'est de la pollution. Alors là, on est entièrement d'accord.
Et le problème, c'est que on est en train de développer le CEVA, donc c'est-à-dire le train, et puis on va construire exactement. On va en même temps développer une autoroute. Et si vous faites ça, vous n'encouragez absolument pas l'utilisation des transports en commun. Et vous ne faites en plus que déplacer le problème dans le temps, parce que ça s'est montré à chaque fois qu'on construisait une autoroute, dans les 5 ans d'après, elle était bouchée. Parce qu'on encourage le tout-voiture. Alors, et répondre à Madame Mahut, dire que rien n'a été fait, c'est oublier quand même le contournement de Thonon, qui est un des maillons du désenclavement du Chablais, parce que le désenclavement du Chablais, ce n'est pas que Machy-Thonon, c'est la sortie de l'autoroute A40 jusqu'à Thonon, et le contournement a été fait quand même en 2008. Donc, pour aussi, le désenclavement Machy-Thonon est extrêmement important pour des raisons de sécurité. Nous avons quand même déjà plus de 200 morts sur nos routes en 10 ans. On ne peut pas les ignorer. Pourquoi? Parce que le 903 et la 1005 en bas, donc route du bas, route du haut, sont des routes extrêmement dangereuses du fait des bouchons qui exaspèrent tout le monde. Les gens doublent n'importe comment. Et nous avons des motards, des automobilistes... Et sans parler du drame d'Allinges aussi, évidemment. Patricia Mahut, je veux débattre entre vous, c'est un dossier très important qui est attendu par tous les Chablais. Si j'ai une question pour... Alors, Marion Lenne dit qu'elle sera l'interlocutrice avec le gouvernement. Je l'entends bien. Nous connaissons la position de M. Nicolas Hulot, ministre des Transports et de l'Environnement, quant à toute nouvelle infrastructure. Jusqu'à aujourd'hui, il s'est opposé à tout. Donc, demain, quelle va être la position... C'est votre vision de l'écologie. Vous avez une vision de l'écologie qui me dépasse. Non, pas du tout. C'est la vision de Nicolas Hulot. À tout le monde en permanence. J'ai fait une grande partie des vœux de cette année. Madame Boroche, conseillère régionale, nous expliquait qu'à la région, ils avaient, et je la cite texto, viré les écologistes. À l'heure du développement durable. Écoutez, par contre, devant témoin. Sur le problème, Marion Lenne. Monsieur Hulot est caution de l'approche écologique des infrastructures de transport. Aujourd'hui, si on ne construit pas cette 2 fois 2 voies, même avec le Léman Express, les transports en commun sont saturés. On le voit aussi avec la CGN, on le voit aussi avec les infrastructures aussi pour les vélos, qui ne sont pas encore construites, mais qui sont un réel besoin pour le territoire. Donc, il faut aller de l'avant. Forcément, candidat de la majorité prévient... Mais comme disait Marin Doria, ça passera par un projet payant, que vous allez aussi payer si vous allez l'emprunter. Alors, il existe on voit la problématique aujourd'hui. Liane, le fameux autoroute entre Genève et Annemasse et Annecy, qui coûte une fortune. Cette autoroute, elle est prise dans un sens le matin parce que les frontaliers traversent donc Creuseuil pour aller travailler à Genève. Et le soir, comme ça coûte très cher, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Comme avant, c'est blindé dans toute la traversée de Creuseuil. Et cette autoroute, elle est complètement désertée le soir. Je pense aussi qu'il ne faut pas qu'on oublie que cette liaison autoroutière, certes, va favoriser la liaison notamment pour les touristes et les transports, mais que cela ne va pas nécessairement non plus favoriser le transport frontalier entre Thonon-les-Bains et Genève, parce que ce n'est absolument pas le tracé. Donc la problématique du transport des frontaliers ne sera pas réglée. Nous avons un bus à haut niveau de service qui a été travaillé comme projet par le conseil départemental depuis que j'y suis, depuis 2 années. Je siège dans le comité de pilotage. Aujourd'hui, quelle est la commune qui, malheureusement, ne rendait pas son avis et ne souhaite pas faire d'aménagement pour l'instant? C'est la commune de Thonon-les-Bains. C'est la seule commune que nous n'avons pas vue au niveau du comité de pilotage, et pourtant l'ensemble des élus du territoire étaient présents, c'est-à-dire de Végy à l'entrée de Thonon-les-Bains. Nous avons un vrai travail qui est celui du transport à haut niveau de service. Ouais. Donc je suis membre de la commission de transport de Thonon Agglomération, qui est entre autres la Viarona, un projet qui est porté par Christelle Beurier et moi-même, et puis le BHNS. Tout le monde est d'accord pour dire que le point de départ sera Thonon, du BHNS, mais le premier parking relais devra être en dehors de Thonon, ne serait-ce que par cohérence vis-à-vis du service rendu. Le BHNS, c'est un bus à haut niveau de service, faut expliquer aux téléspectateurs. Donc c'est un bus qui fera Thonon, un arrêt à Sciez, un arrêt à Douvaine et qui file à Genève. Le but, c'est qu'il aille vite. Et évidemment, les parkings relais... On l'a bien compris, vous êtes tous les trois pour ce projet. Vous, Marin, vous êtes contre. Maintenant, les conséquences, si ce projet, on a compris que très probablement il allait voir le jour d'une façon ou d'une autre, il y aura des conséquences pour les personnes qui habitent autour de Thonon et d'Évian. L'inflation du foncier, les 6% de nouveaux arrivants sur ce territoire qui est magnifique mais qui est saturé. Marin Doria, on va les mettre où, ces futurs frontaliers qui vont encore plus habiter à Thonon par exemple? Où est-ce qu'on les met? Oui.
Là, on est face à une situation qui est difficile de toute manière, c'est-à-dire on a une pression... Votre solution? La solution, c'est on est quelque part obligé, entre guillemets, de densifier les villes. C'est-à-dire on est dans un département où on a la chance d'avoir une certaine qualité de vie. Il faut encourager justement les agriculteurs à s'installer. Il y a une forte demande quand on voit le nombre d'AMAP, le nombre de La Ruche-Kédioui qui s'installent. Et du coup, c'est pour ça que l'une de nos propositions, c'est de mettre en place une loi basée un peu sur la loi littorale, qui réduira de 90% l'artificialisation des terres. Monter le prix du foncier restant, très logiquement. On est obligé, il faut se rendre compte aussi qu'on est dans un des départements qui bétonne le plus. Alors si vous voulez vous retrouver dans la même situation que la vallée de l'Arve, hyper polluée, il n'y a pas de souci, on crée des routes, on bouffe du coup. Marion-Hélène, vous allez dire quoi, effectivement, à Nicolas Hulot ou d'autres? Voilà, c'est une réalité aujourd'hui, il y a 6% de plus d'habitants. Le territoire est attractif. Alors moi qui viens des Hautes-Alpes, je me réjouis il y a la place, tout va bien. Voir un territoire attractif où les gens peuvent travailler, où les gens peuvent s'installer, et il faudra aider les nouveaux arrivants en respectant les anciens. Un bail mobilité pour faciliter l'accès au logement. Une prime pour les enseignants, pour les médecins, pour rendre encore plus attractif, pour les mobiliser sur le territoire. Voilà ce qui est intéressant de faire. Très bien. Alors, on reparle de ces fameux fonds genevois, fonds frontaliers que la Haute-Savoie gère en partie. Demain, vous êtes député, l'un de vous quatre, vous êtes à l'Assemblée. On sent bien comme cette réticence de Paris par rapport à cette somme un peu secrète, un peu mystérieuse. Vous connaissez le dossier, Patricia Mahut, comme vous tous. Vous en faites quoi de ces fonds genevois? Comment vous allez les conserver? Moi, j'avoue que sincèrement, quand je vois l'utilisation qui malheureusement a été faite ces dernières années de ces fonds genevois, avec certes une commission d'attribution présidée par le président Monteil, mais où la plupart du temps, il y a quand même une répartition en fonction, on va dire, des amis ou des non-amis, d'un certain nombre de ces... Oui, parce que sincèrement, moi, je vois aujourd'hui tous les projets structurants que nous avons. Oui, parce que tous les projets que nous avons structurants sur le Chablais n'ont pas été financés pendant des années. Nous avons aujourd'hui presque 200 millions d'euros qui arrivent au département de la Haute-Savoie. Vous n'allez pas me dire qu'on n'aurait pas pu prendre sur cette enveloppe pour pouvoir construire notre 2x2 voies du Chablais. On aurait pu faire une réserve. Alors, je pense que les mots ont dépassé votre pensée, Madame Mahut, parce que accuser le président du département de clientélisme, c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. J'espère en tout cas que vous en avez des preuves. Je pense que concernant les fonds genevois, il ne faut pas trop s'exciter là-dessus et donner des idées à Bercy d'aller piquer cet argent, parce qu'ils pourraient le faire. Il faut aujourd'hui faire des économies partout. On est bien d'accord, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'économies. Je pense qu'aujourd'hui, les décisions doivent se prendre en totale concertation avec Genève au sein du GLCT. Le GLCT, c'est l'instance de concertation avec François Longchamp, président de l'État. Au GLCT, il y a le représentant du département, M. Monteil, le représentant de la région, moi-même avec Étienne Blanc, et le président de l'ARC. Et on discute, il faut qu'on discute ensemble, que faisons-nous de cet argent pour les communes frontalières, au service des frontaliers. La personne qui a représenté En Marche avait une idée, je ne sais pas si vous la partagez de l'autre côté donc, de cette drance, tout simplement demander au président de la République d'avoir un secrétariat d'État rattaché directement au président de la République sur ces questions de frontaliers, de personnes qui travaillent au quotidien. Ça existe déjà, ce n'est pas une nouveauté. C'est un grand enjeu de notre territoire. Oui, c'est ce que vous allez pousser? Oui. Demain vous êtes élu, votre première mesure, ça serait quoi? La première mesure, nous allons tous être amenés, et toutes, à voter la loi de moralisation de la vie publique. Et j'en reviens au clientélisme. Il y a parmi cette loi la volonté de supprimer l'enveloppe parlementaire. Mais allons-y. Nos territoires sont en souffrance vis-à-vis de ce clientélisme. Et je pense que c'est une réalité. C'est une vraie réalité. Non, mais pardon, c'est une réalité. Je pense qu'on a vraiment besoin aujourd'hui d'avoir des choses très claires. Oui. Les fonds parlementaires n'ont aucune existence. Enfin, franchement, 130 000 euros. Exactement, 130 000 euros à répartir sur 62 communes, à répartir sur 1500 associations, c'est du clientélisme, forcément. Oui, donc, il faut que concrètement, mais forcément que vous faites du clientélisme, Madame Roche, je suis sûre que vous en faites également quand vous distribuez vos enveloppes au niveau de la région.
forcément cela. Donc ce qu'il faut, c'est redonner ces fonds au niveau de l'État. Pourquoi pas avec des comités de pilotage? Pourquoi pas aussi élargir? Pourquoi ce sont quelques élus qui décident seuls de la répartition des fonds frontaliers, qui répartissent certaines enveloppes? Il faut absolument que concrètement il y ait du collectif, qu'on mette l'ensemble des élus et qu'on mette tout le monde autour de la table, y compris des citoyens. Vous êtes très en avance toutes les deux, Astrid Boroche et Patricia Mahut. Marin Doria, tous les mêmes, tous pourris, c'est ce qu'on a entendu pendant toute la campagne présidentielle menée par Jean-Luc Mélenchon. Pas tous pourris. Oh si, c'est pas notre discours. Merci. Ça a été très souvent dit par Jean-Luc Mélenchon. Vous le savez bien. Mais... Alors, comment vous allez, si vous êtes élu demain, en quoi vous serez-vous plus blanc que les autres? Plus blanc que les autres, parce que déjà, je pense qu'on est d'accord sur certaines choses, remettre à place certaines situations, éviter cette réserve parlementaire qui permet de faire du clientélisme. Alors, excusez-moi, Madame Mahut, mais je rigole doucement quand je vois Monsieur Francina qui attribue une grosse partie de son enveloppe parlementaire au théâtre de la Toupine, qui est cliente, enfin, qui est fournisseur de la ville d'Évian. Ça pose un certain nombre de questions. C'est bien ce que je vous dis, c'est que justement, il ne faut plus qu'il y ait ce type de répartition, que ce soit fait directement par l'État, pourquoi pas avec un comité de pilotage. Et moi, c'est ma proposition. Après, je m'appelle Patricia Mahut. C'est secret, c'est aussi une compagnie qui fait vivre des gens au quotidien avec un vrai savoir-faire autonome. Si on veut réconcilier les personnes avec les gens avec la politique, il faut arrêter de faire des coups de force. C'est-à-dire, on est dans une 5e République où on braque la société, on utilise le 49.3, on va utiliser cet été, évidemment, pendant les vacances, la réforme par ordonnance. Vous me dites bien sûr, il me semblait qu'au dernier débat sur attaque qu'on avait fait, vous étiez pour. Sous condition. Oui, c'est-à-dire d'urgence. Oui, bien sûr, sous condition d'urgence, et puis après on fait le débat. Alors, Marie-Hélène, c'est pas très démocratique. Vous avez évidemment adressé. Il y a un gouvernement qui travaille, en tout cas, ça semble être le cas, qui n'a pas attendu d'ailleurs les élections législatives. On aurait pu imaginer aussi un gouvernement plus atone en attendant les élections. Voilà. Bon, très clairement, cet été, et vous avez raison de le dire, tous les députés, et vous, si vous êtes élus les 4, vous allez travailler et vous allez passer beaucoup de dossiers pendant que nous serons les uns et les autres au bord du lac Léman. Pourquoi pas et passer parfois des choses pas très populaires. Oui, mais enfin, le programme a été conçu par un questionnaire qui a été fait auprès de 30 000 personnes. 3 000 comités ont travaillé sur ce programme. 500 experts ont analysé ce programme. Donc, à la base, le programme est participatif et concerté. Le vote par ordonnance permet l'accélération de la mise en place des procédures. Donc, sans vote démocratique. Si, puisqu'à la base, la démarche est participative. Il y a une consultation avant, il y a une consultation après. Et donc, on est vraiment dans le participatif. Le programme a été fait, analysé, concerté par les citoyens. Enfin, donc, oui, mais qui l'a lu le programme? Pragmatique. Qu'il a lu le programme. C'est un peu le problème. Un blanc-seing au président de la République. Alors, sans vote du Parlement. Il a été élu avec une large majorité, enfin, à moins que je me trompe. Oui, mais ça ne suffit pas. Oui, mais là, en l'occurrence, c'est une chambre que l'on va élire. Ce n'est pas forcément la suite du président. On peut avoir aussi des idées différentes. Il a été élu sur un programme. Le débat et la concertation doivent se faire pendant 5 ans. Mais le débat a lieu. Il y a une nécessité de déverrouiller le système. Il faut avancer des procédures parlementaires. Mais ce n'est pas des mots un peu creux, tout ça. Avancer, on va travailler. Oui, ok, comme les autres. Nous avons 2 ans et demi en moyenne de procédures parlementaires. On peut quand même, sur des lois qui vont permettre de déverrouiller le milieu économique, aller plus vite grâce à des ordonnances. Moi, il a comme le faisait d'ailleurs Manuel Valls, même s'il y a eu un débat entre les deux. 49.3. Oui, mais c'est aussi un moyen de... C'est un moyen... Alors, il y a une circonscription qui se fait... Il y a en tout cas un débat qui se fait avant ou pas. Oui, c'est un moyen comme un autre. Une concertation des comités locaux, des citoyens. Tout basé là-dessus, ça me semble un peu juste. Pour moi, c'est peut-être le gage de la réussite. La façon de faire. Pourquoi est-ce que vous vous présentez aux élections législatives alors? Puisque les députés, dans ces cas-là, n'auront même pas leur mot à dire. Pour élever le débat, on peut amener des amendements quand même. On peut continuer à travailler avec les comités locaux. Non, il y a débat avant. Patricia Mahut, après on va conclure, s'il vous plaît. Il n'y aura plus de débat à partir du moment où vous considérez que vous allez légiférer par ordonnance. Il y a toujours la possibilité de faire des amendements. Mais non, pas sur les ordonnances. Pas sur les ordonnances, c'est justement l'objet de l'ordonnance. C'est tout l'enjeu du travail parlementaire. Exactement. Alors, vous allez maintenant, s'il vous plaît, tous les 4, regarder la caméra qui vous a été désignée tout à l'heure. Une question toute simple, une réponse toute simple, s'il vous plaît, avec un tirage au sort. Patricia Mahut, vous avez, vous, l'investiture LR-UDI face à votre caméra. Pourquoi voter pour vous dimanche prochain? Ce que je souhaite, c'est rendre aux Chablaisiens la capacité d'avoir un représentant qui sera à 100% pour eux
et uniquement pour eux. C'est cela qu'ils attendent, c'est d'avoir quelqu'un qui s'engage sur le non-cumul des mandats, qui s'engage également sur la création d'un conseil législatif de circonscription qui me permettra de consulter l'ensemble des citoyens en amont de la discussion parlementaire. Et c'est ça qui est important. C'est cette discussion parlementaire en amont, sur le terrain, pour être plus près des difficultés des gens du quotidien. Merci beaucoup Patricia Mahut. Astrid Boroche, vous êtes vous candidate d'hiver droite. Pourquoi voter pour vous dimanche prochain à votre caméra? Alors, avec Nicolas Rubin, bien, nous sommes les seuls candidats originaires du Chablais. Nous connaissons notre territoire, nous connaissons ses problématiques et nous y travaillons depuis quelques années. Chacun sait dans le Chablais que Nicolas Rubin et moi-même, nous sommes des élus de proximité et nous le resterons. Si nous sommes soutenus par le collectif Chablais Uni, c'est que nous avons fait preuve de ténacité, de force de travail et d'engagement pour notre territoire. Donc demain, c'est nous qui serons les plus efficaces parce que nous connaissons nos dossiers et vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup Astrid Boroche. Troisième à parler, c'est Marion Lenne. Vous avez pareil, les 25 secondes au maximum. Vous êtes candidate avec l'investiture En Marche. Pourquoi voter pour vous dimanche prochain à votre caméra? Pourquoi voter pour moi? Pour en stopper avec les divisions qui n'ont que trop duré dans le Chablais. Nous avons vécu un moment historique avec les élections du président Macron. Nous avons la possibilité de réoxygéner la vie politique, avec une majorité présidentielle issue de la société civile, de la droite, du centre, de la gauche, des personnes qui se sont engagées, comme moi, à faire un travail efficace, constructif, sérieux, pour bâtir l'avenir, rassembler et agir ensemble pour le Chablais. Marraine Oria, vous avez 5 secondes de plus, donc en 30 secondes, pourquoi voter pour vous dimanche prochain? Vous êtes candidat avec l'investiture de la France Insoumise. À votre caméra. Ces élections législatives sont capitales. C'est l'occasion pour nous d'apporter à l'Assemblée nationale un véritable contre-pouvoir capable de porter une majorité alternative et un projet alternatif. Une autre vision, notamment plus écologique, plus démocratique, plus sociale et plus solidaire. C'est la raison justement de ma candidature et de celle de tous les députés de la France Insoumise. Merci beaucoup Marraine Oria, vous êtes tous à moins de 10 secondes d'écart, donc c'est absolument parfait. On regarde très très vite s'il vous plaît la liste avec l'ensemble des candidats pour lesquels vous allez pouvoir voter dans cette circonscription du Chablais. Voilà, surtout n'hésitez pas à aller voter. Vous pouvez encore aller au tribunal d'instance si vous n'avez pas fait votre procuration, il est encore temps. On l'a vu, il faut vraiment voter. Pour qui vous voulez, c'est pas un souci, mais allez voter. Merci beaucoup, on continue les débats jusqu'à vendredi prochain. Merci Alexis.